Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 19 avril 2018, voici la une du journal. Célébration pour une profession incontournable. Les avocats opéraient leur toute première rentrée solennelle ce jeudi à Yaoundé. En tête du journal, plein feu sur le rôle central du barreau camerounais dans la vie nationale. Célébration pour une opération particulièrement réussie. La mission Merci Ship, invitée au Cameroun par le chef de l'État, évaluée ce jeudi à Douala par le gouvernement. Le 20h30 dresse le bilan à 2 mois de la fin de la mission. Célébration pour les 3 médaillés rescapés des Jeux du Commonwealth en Australie. Les 3 athlètes recevaient leurs primes et les félicitations du chef de l'État ce jeudi à Yaoundé. Cérémonie d'hommage présidée par le ministre Bidounkpat en page des sports. Voilà pour les titres. Un fait inédit pour ouvrir le journal. La toute première rentrée solennelle du barreau camerounais, c'était ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso, qui a appelé l'attention des acteurs nationaux sur le thème de cet événement en relation avec le rôle des avocats dans la signature des grands projets d'infrastructure à travers l'Afrique. Et de fait, ces professionnels du droit revendiquent de plus en plus leur place et leur fonction dans la société prise globalement. Regard croisé d'avocats sur leur métier, c'est un reportage de Rodrigue Bertrand Tcheno. Les avocats, ils sont majoritairement toujours tirés à 4 épingles, roulent carrosse et signent pour certains leur passage par des effluves enivrants de parfums coûteux. Ils sont enviés ou détestés et craints et ont une haute appréciation de leur rôle dans la société. L'avocat, c'est la sentinelle postée. C'est celui-là qui, à tout moment, doit interpeller les consciences, doit interpeller l'opinion publique, doit interpeller les gouvernants sur le respect de la règle du droit. Vigie des libertés, intervenant majeur dans tous les domaines sensibles, l'avocat est aussi une lumière pour le citoyen perdu dans le labyrinthe des règles juridiques, chaque jour opaques et complexes. Le droit, c'est une science. Tout le monde ne la maîtrise pas. Donc l'avocat intervient, c'est-à-dire sur tous les plans de la société. Donc vraiment, il a un rôle fondamental à jouer dans toute société démocratique. Acteur de la société, il insuffle parfois des idées, des propositions qui la font avancer. Illustration, le nouveau code de procédure pénale. L'avocat n'est pas étranger à l'avènement du nouveau code de procédure pénale. Ce fut un combat de longue haleine. Il a d'ailleurs fallu qu'il y ait un incident entre un commissaire de police et un avocat, en l'occurrence Maître Nekui, pour que les avocats brandissent la menace, n'est-ce pas, d'un débrayage général et que les pouvoirs publics décident de faire adopter, n'est-ce pas, ce texte. On a aménagé certains espaces dans le code de procédure pénale par rapport aux prévenus, aux accusés, mais nous jouons notre rôle et nous le jouons bien. On n'est plus jeté hors des commissariats, on n'est plus balancé hors des gendarmeries. On assiste nos clients depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la fin. Finalement, la litanie de leur champ d'intervention sécrète une interrogation. Une société peut-elle vivre sans avocat? On aura donc retenu de cet événement que les décideurs africains doivent être accompagnés et conseillés par des avocats chevronnés pour ficeler des projets d'infrastructures viables. Et c'est là une thématique également développée ce jeudi à cette rencontre par le secrétaire général de l'Union panafricaine des avocats présent à la cérémonie. Et l'on comprend que c'est une posture qui tombe d'ailleurs sous l'essence William Badier. La rentrée solennelle des avocats au barreau du Cameroun s'est ouverte au Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « L'accompagnement des États africains dans les projets d'infrastructure, la place de l'avocat ». Le thème choisi pour la circonstance est situé dans le contexte suivant. Les États ont recours au financement de leurs projets par des partenaires privés. Et c'est un type de partenariat aujourd'hui qui nécessite de la mobilisation de beaucoup de ressources intellectuelles, techniques, pour le montage des projets, ensuite pour le montage des financements, pour l'exécution et pour le contrôle.
Déterminés à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement des États africains, notamment dans la signature des contrats et conventions liés au projet des infrastructures, ces hommes et femmes en robe noire se disent suffisamment outillés dans les domaines de conseil, d'assistance et de défense. Un grand projet nécessite une infinitude de relations économiques et de relations juridiques. Ces relations, si elles ne sont pas encadrées, si on ne sait pas où l'on met les pieds, si on ne sait pas ce qui va se passer en cas de soucis ou de litige, évidemment, affaiblit aussi le courage d'un investisseur. 6 différents sous-thèmes seront développés dans les travaux en atelier pour démontrer la place de ces professionnels du droit dans la signature des conventions et contrats pour ce qui est des projets des infrastructures en Afrique. Le barreau camerounais qui opérait ainsi sa rentrée 2018 s'apprête par ailleurs à recevoir un avocat qui sera l'une des curiosités de la profession, certainement. Maître Ngale Alfred, c'est son nom, il va prêter bientôt serment après son succès au récent examen d'aptitude. Mais il est non-voyant. Voici le portrait de ce phénomène brossé par Daniel Menanga. Une canne blanche frappe à la porte du barreau du Cameroun. Les ténors du prestigieux regroupement professionnel à la rentrée solennelle des avocats. C'est un moment unique pour Maître Ngale. C'est un sentiment de joie, il a se retrouver avec les confrères. Alfred Janvier ne pouvait pas attendre sa prestation de serment. Le jeune homme est admis le 2 avril 2018 à l'examen de fin de stage des avocats. Un malvoyant parmi les 474 élus sur 1391 candidats. J'ai préparé mon examen d'admission en stage. J'ai effectué mon stage pendant 3 ans dans le même cabinet que mes confrères. Être avocat n'était pas vraiment son rêve jusqu'à ce qu'il rencontre en 2012 un modèle. Quand j'obtiens ma maîtrise en droit, je me lance dans les affaires qui ne marchent pas. Le premier cabinet qui m'a accueilli, c'était le cabinet Longa à Douala. Pendant 6 ans, Maître Ngale se rôde dans les cabinets d'avocats et les salles d'audience. Il doit faire face à la dure réalité de son handicap. Il faut dire que ce n'est pas évident. Déjà, en matière pénale, la partie adverse peut présenter une pièce. Il faudra que j'observe la pièce. Moi, je ne peux pas la voir. Ces difficultés-là ne sont pas insurmontables. Le jeune avocat de 36 ans n'a peut-être pas les yeux, mais il a le verbe et la détermination. La force derrière sa canne. Avec l'appui du gouvernement, il espère acquérir plus d'expérience pour faire s'imposer les cannes blanches et les lunettes noires dans les tribunaux. Autre chose dans le journal, le réconfort du gouvernement aux 36 soldats blessés récemment lors des attaques des groupes terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense était en effet au chevet de ces soldats transférés à Yaoundé à l'hôpital militaire. Joseph Betiassomo leur a transmis le message de soutien et de réconfort du chef de l'État, Paul Biya. Pierre Evembe. Tout a commencé par un message d'encouragement à ces personnels médicaux de l'hôpital militaire de Yaoundé qui ont au quotidien cette tâche délicate, le rétablissement total et complet des soldats qui se battent sans peur contre ces groupes sans foi ni loi qui tendent à mettre à mal la paix si chère au Cameroun dans les zones du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. À l'intérieur de ce centre hospitalier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a vu et échangé avec ces jeunes gendarmes, militaires et policiers qui ont décidé de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Des attaques aux fusils de chasse, aux armes de guerre et à l'arme blanche comme cet élève gendarme presque découpé à la machette. C'était la machette des deux avant-bras. Donc avec atteinte neurologique parce que là il a des difficultés de mobilisation des deux mains. Cette jeune fille et son père sont les seuls rescapés d'une attaque de Boko Haram dans un village de l'extrême nord. Boko Haram, vous avez décimé toute la famille, tout le village. Le ministre Joseph Betiassomo leur a apporté le soutien du président de la République, chef des armées, et le message de réconfort pour la fidélité au drapeau. Mais à côté de ces vaillants soldats, il y a également des blessés des groupes d'assaillants qui bénéficient des soins gracieux de l'État. Mais après guérison, ils devront répondre de leurs actes qui sont d'une violence extrême.
Et le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui informe l'opinion que sur très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, il va présider demain à Yaoundé, dans la salle des conférences du ministère de la Défense, une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national, et c'est un prélude à la célébration de la 46e fête de l'unité, ce sera le 20 mai. Les 10 travaux se tiendront dans un strict huis clos en présence des deux secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, des officiers généraux, chefs d'état-major des armées, chefs d'état-major centraux et commandant le corps national des sapeurs-pompiers, des officiers généraux suivants, commandant de toutes les régions militaires interarmées et commandant de toutes les régions de gendarmerie, et des officiers suivants, les commandants des diverses opérations militaires. Prendront également part à la cérémonie protocolaire d'ouverture le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la Sûreté nationale et puis le directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure. Le communiqué de presse est signé du ministre Joseph Betiassomo. Direction Douala pour cette mention honorable adressée à la mission humanitaire Mercy Ship. La mission arrivée au Cameroun au mois d'août 2017 à l'invitation du chef de l'État Paul Biya fait ses derniers bilans. Le bateau hôpital a opéré et soigné des dizaines de Camerounais et formé des médecins locaux à des techniques de haut niveau. L'appréciation du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, était exprimée à cette mission ce jeudi à Douala. Bello Bouba Maïgari est allé évaluer la mission qui s'achève en ce mois de juin prochain en sa qualité de représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage à Douala, Joseph Itote. À date, l'équipe du bateau humanitaire Mercy Ships a réalisé avec succès plus de 2500 chirurgies maxillofaciales, chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie des fustules obstétricales, chirurgie orthopédique, entre autres, dans des domaines pointus. Présentant le rapport d'activité des 8 mois de présence en terre camerounaise du bateau humanitaire Mercy Ships, le docteur Gary Parker a aussi mis en lumière le volet formation et renforcement des capacités des médecins camerounais. Ils sont plus de 1338 à avoir été formés dans divers domaines. Ce qu'on a vu ici est magnifique. On a vraiment appris sur le plan chirurgical énormément. Je ne saurais le détailler. Vous avez vu des images, c'est des chirurgies lourdes, vraiment très pointues. Mais nous avons appris comment les faire. Et avec du matériel, nous pouvons le faire. Le bateau sera parti dans très peu de temps, mais nous serons là encore avec les mêmes malades. Et ils ne vont pas attendre un prochain bateau. Il faut que nous puissions les prendre en charge. À quelques mois de la fin de cette mission humanitaire au Cameroun, le satisfecit du gouvernement ne souffre d'aucun doute. Le bilan est plus que satisfaisant parce que pas moins de 2500 patients avec des conditions très sérieuses ont pu recevoir des soins, des opérations très difficiles et qui ont retrouvé non seulement la santé, mais l'espoir, la joie de vivre et l'espoir d'un avenir très radieux. Métamorphoser et transformer des vies. Mercy Ships le fait et le fera encore jusqu'au mois de juin prochain. Restons à Douala pour la suite de la série de CRTV Littoral sur les chantiers en cours et intéressons-nous ce soir aux travaux supplémentaires ajoutés au cahier de charges du deuxième pont sur l'Ouvoury, notamment ce réaménagement du rond-point d'Aïdo. Il s'agit là de l'une des pièces maîtresses du nouveau plan de circulation. Sur place à Douala, Daoud Moulion. Le marché complémentaire du chantier du deuxième pont sur l'Ouvoury est consécutif à un imprévu sur la rive gauche avec l'installation d'une nouvelle cimenterie. Imprévu industriel et utile qui a imposé la modification du plan de circulation. Celui-ci intègre désormais 3 passages inférieurs. Il s'est avéré donc qu'il faut donner un accès donc au PAD par un passage inférieur et qu'il faut déniveler donc le giratoire CDP en faisant
2 fois 2 voies pour accéder à Deido. Aux 2 giratoires principaux prévus à Deido pour 70 mètres de diamètre et à Bonasama 60 mètres de diamètre, chaque bretelle qui part de la section courante du 2e pont ou du 1er pont fait naître de nouvelles jonctions et échangeurs. C'est la mise en œuvre de 2 fois 3 voies à la sortie du pont et puis passage en 2 fois 2 voies sous le giratoire ACDP jusqu'à arriver à Deido. Par la suite diffuser latéralement les autres directions. Le rond-point Deido est le plus redouté car principal point de convergence des flux et donc sujette à de nombreux bouchons. Patience et discipline sont recommandés. Le temps de la réalisation autour des 3 voies de circulation, large de 3,5 mètres chacune. Nous sommes actuellement sur une période très critique parce que nous n'avons pas trop d'espace dans cette zone-là. Les 2 giratoires étant proches l'un de l'autre, donc nous demandons vraiment aux usagers d'être compréhensifs et de suivre les instructions des forces de l'ordre. Le coût des travaux complémentaires sur le Vouri se chiffre à environ 30 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution physique est désormais de 80% contre 75% de consommation financière. La fin de ces travaux complémentaires permettra la réception complète et définitive de ces marchés envisagés pour le 19 septembre 2018. La suite de la série à Douala dans nos prochaines éditions. L'autre actualité sur ces chantiers routiers, c'est également l'évaluation du chantier Nkolesson-Eding, c'est sur la nationale numéro 1. Le ministre des Travaux publics et le secrétaire d'État chargé des routes étaient tous 2 hier mercredi en visite d'inspection sur ce site. Emmanuel Nganou-Djoumessi a identifié l'impact social lié au tracé de ce tronçon qui apporte déjà progressivement du soulagement aux populations de la Haute-Sanaga. Philippe Roger et Sama. L'accueil est réservé au ministre des Travaux publics et au secrétaire d'État en charge des routes était à la hauteur des espoirs que charrie le passage de la route Nkolesson-Eding auprès des populations de la Haute-Sanaga. Après plusieurs séquences d'interruption, la relance de ce chantier, instruite par Emmanuel Nganou-Djoumessi en février dernier, produit des résultats satisfaisants. L'infrastructure se fait découvrir et affiche un taux de réalisation de 66%. C'est avec beaucoup de plaisir que je note que ce chronogramme est formidablement respecté. Nous pouvons partir de Yaoundé à Nanga et Boko en roulant sur une route bitumée. Il nous reste 31 km à bitumer. Les indicateurs sont également au vert pour la fin des travaux prévus cette année 2018. Monsieur le Président de la République a dégagé de manière exceptionnelle une allocation importante pour des travaux routiers comme Nkolesson-Eding. Et pour que les populations tirent le meilleur bénéfice du passage de cette route, le ministre a promis l'aménagement de la voirie urbaine de Nanga et Boko et de certains axes secondaires, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures collectives. Les écoles, les routes secondaires, les stades de santé, les stades de football. Il y a un adage qui dit que lorsque la route passe, le développement suit. Dans les échanges avec les différentes parties prenantes à ce projet, la question des indemnisations a été soulevée. Le ministre des Travaux publics a rassuré que les fonds étaient disponibles. Il reste Dans le secteur des enseignements secondaires, les examens de fin d'année se préparent et Madame le ministre Pauline Nalova-Lyonga informe la communauté éducative et principalement les intervenants à l'examen du GCE Board que le gouvernement vient de mettre à la disposition du Régistar les fonds nécessaires pour le paiement des arriérés de 2017. Tout en les remerciant pour leur patience, elle les invite à plus d'engagement en vue du bon déroulement des examens de cette session 2018. Parlons à présent des avancées du recensement général dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le comité technique chargé de l'opération se concertait ce jeudi ici à Yaoundé, une session co-présidée comme les autres par les 2 ministres de l'agriculture et de l'élevage. Le contenu de ces travaux, Marie-Laurence Nké.
L'objectif visé par le recensement général de l'agriculture et de l'élevage est de mettre à la disposition du gouvernement et des intervenants du secteur rural des données fiables, pertinentes et suffisamment désagrégées qui permettront d'avoir une bonne connaissance de la structure de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture ainsi que leur évolution. On est prêt pour aller sur le terrain. Le module de base, n'est-ce pas, pourrait commencer à être implémenté d'ici la fin du mois de juin. Bien que nous soyons déterminés à lancer les opérations de terrain, il va sans dire que nous avons encore quelques contraintes financières. Cette première session 2018 donne l'occasion aux membres du comité d'examiner et d'adopter le rapport annuel de performance 2017 et le projet de performance des administrations 2018 ainsi que le manuel des procédures administratives, financières, comptables et techniques du REGAE. À l'issue de cette 4e session du comité technique national, que des recommandations fortes soient faites, n'est-ce pas, par rapport à nos partenaires techniques et financiers, et même par rapport, n'est-ce pas, au gouvernement, pour que nous puissions combler le gap, n'est-ce pas, financier, de 5 milliards sensiblement, pour pouvoir opérationnaliser, n'est-ce pas, les opérations sur le terrain. Mais nous pensons que même avec 2 milliards, nous sommes en train de revoir la méthodologie, de revoir les stratégies. Ce recensement actualisé permettra une meilleure programmation, planification des programmes et projets dans le monde rural. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, elle était en visite de travail ce jeudi à la Campost, la Cameroun Postal Services. Au responsable de la structure, Minette Libom Lilikeng, a rappelé le rôle central de la Poste malgré la domination des TIC. Elle exhorte aussi le personnel à développer des approches innovantes pour répondre toujours aux attentes de la clientèle. Christelle Fouda. C'était un échange franc entre la Campost et sa tutelle technique. 3 heures durant, les responsables et le personnel de cette structure ont tenu à dire la difficile réalité qu'ils vivent depuis bientôt 3 ans. Les difficultés de la Campost sont connues. Dans des zones les plus rentables, l'activité de la Campost est accaparée par des opérateurs privés. La loi régissant l'activité postale accorde le monopole de certains envois, d'un certain grammage à la Campost. Mais cela n'est pas respecté. Le ministre des Postes et Télécommunications a vu, entendu et touché du doigt cette réalité que le gouvernement entend améliorer. Chaque gouvernement a pris le dossier vraiment en main. Un comité interministériel a été mis en place pour voir donc la mise en œuvre de cette relance de la Campost. J'ai reçu des rapports, mais il me fallait venir travailler avec eux pour avoir leur avis, leurs propositions sur la meilleure façon de mettre en place ce plan de relance. Il n'y a donc pas lieu d'être pessimiste. Il me fallait les encourager à maintenir les efforts qui sont déjà produits pour que la Campost retrouve sa place. C'est un acteur incontournable de l'économie numérique. Des propos qui sont certainement allés comme une lettre à la poste dans les oreilles du personnel et du top management de la Campost. Et il faut dire que la Poste doit effectivement s'accrocher parce qu'en face, les TIC poursuivent leur avancée avec par exemple l'appui de l'IAI Cameroun dont le représentant résident Armand Claude Abanda remettait des attestations de fin de formation aux nouveaux lauréats de l'opération Nigef. C'était dans la région de la Damawa. La cérémonie dans les villes de Meganga, Ngaoundal et Ngaoundéré, c'est dans ce reportage de Bienvenue Aristarque et Poquet. Pour une bonne marche vers l'émergence du Cameroun avec comme pôle de référence le numérique, les 665 jeunes récipiendaires ont de la matière qui leur permettra de participer activement au développement de l'économie numérique. Le monde actuel vit au travers des TIC et à travers les TIC ont beaucoup d'ouverture. Dans la mesure où tu cherches un emploi, il y a beaucoup de débouchés concernant les TIC. L'IAI Cameroun, centre d'excellence technologique Paul Biya, à travers le programme 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes à l'horizon 2035, vient d'offrir ainsi à ces jeunes des villes de Mengonga, Ngaoundal et Ngaoundéré une place de choix dans le processus d'émergence du Cameroun. La promotion qui vient de recevoir les attestations aujourd'hui est une promotion assez symbolique. À ces récipiendaires, je dis il faut utiliser les leçons apprises.
La Damoa s'inscrit donc ici dans la logique de cette initiative du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette politique de développement numérique va se porter mieux dans notre région en particulier. Nous devons donc tous soutenir l'Institut africain d'informatique, dont le représentant est très actif, il est très déterminé et il a un attachement viscéral à ce que tous les Camerounais apprennent l'informatique. Cette deuxième vague de récipiendaires du projet MIGEF 2035 dans la Damoa, parrainée par le Lamido, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa, ici représenté, augure des lendemains meilleurs pour les TIC dans la région. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ou plutôt le ministère, qui est sur les pistes de la performance, les responsables du sous-secteur Travail et Sécurité sociale tenaient un atelier de revue des programmes ce jeudi à Yaoundé. Pierre Binambarga explique ici l'objectif de ces travaux. La consolidation du cadre stratégique des programmes du sous-secteur travail et sécurité sociale pour l'année 2018 sur la table des experts. Sous l'accompagnement des cadres du ministère de l'économie, il s'agit d'analyser le contexte actuel et les propositions à l'horizon 2019-2021. Les priorités que nous avons au ministère du Travail sont adossées sur les programmes que nous mettons en œuvre. La promotion de la sécurité sociale pour le plus grand nombre. Et pour ce qui est de ce programme, nous avons deux défis majeurs. Il y a l'amélioration qualitative et quantitative de ce qui est offert au Cameroun en termes de sécurité sociale et aussi de faire que l'assurance maladie devienne une réalité dans notre pays. Depuis l'institution du budget programme en décembre 2007, les administrations publiques sont appelées à bâtir le segment de politique relevant de leur domaine afin d'atteindre des performances qu'elles doivent réaliser, et ce sur la base des orientations du document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE. Voilà pourquoi le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, à l'ouverture des travaux, met un accent sur l'élaboration et la production d'un rapport d'analyse qui va servir de base pour les rencontres sectorielles. Dans les librairies, voici des œuvres d'un auteur fort prolixe. Le docteur Chantal Pélagie Belomo vient en effet de publier 5 ouvrages fruits de ses recherches sur les thèmes de la démocratie mondiale en péril. Napoléon Bonaparte Besson prenait part à la cérémonie de dédicace à Yaoundé. Les grands problèmes politiques contemporains, compilés dans une série de publications. 5 au total dédicacés en une seule cérémonie. Il faut être d'un genre féminin extraordinaire pour le faire. Il était intéressant déjà de faire une ponctuation après 5 travaux de manière éclectique afin de voir éventuellement ce qui traverse de manière transversale et horizontale l'ensemble des travaux dont je suis l'auteur. La politique dans tous ses états, ou presque, mise à nu devant un parterre de participants convaincus des thèmes. Comprendre le monde, intangible et inépuisable démocratie, un ordre militaire mondial. Et au terme du banquet scientifique, les chefs-d'œuvre forcent l'admiration et surtout l'achat. Comme je suis militaire, je voudrais savoir quelle est sa pensée, la pensée de l'auteur en ce qui concerne l'ordre militaire mondial. Voilà la raison pour laquelle j'ai acheté ces 2 documents. Arrivée dans l'anonymat le plus complet, la représentante de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation sera contrainte de briser son silence. Voilà une femme chercheuse qui a produit 5 ouvrages. Moi, je me dis vraiment c'est un exemple que tout le monde doit suivre et qui montre que vraiment les Camerounais sont les génies en production de livres. Chantal Pélagie Belomo et Sono, la titulaire d'un doctorat à Sciences Po Bordeaux, est enseignante à l'EIFOS et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et on dit chapeau bas, madame. C'est jeudi, les régions sont en vitrine dans le 20h30, direction la région de l'Est où on vit le ouf de soulagement des habitants de l'arrondissement de Bertois 1er. Le sous-préfet Max Djengele vient en effet de décider là-bas de la fermeture de 5 débits de boissons particulièrement bruyants. Allons voir cette situation à Bertois. Caroline Amambozanga.
Dans la ville de Bertoua, il devenait de plus en plus difficile pour les populations d'aspirer au repos chez elles après une longue journée de dur labeur. Les bruits sont très forts et jusqu'à une heure trop tardive. Risque de bandits et les couples qui se forment sans crainte. Dans le couloir, on trouve les couples, ils font les selles partout, il y a les agresseurs, ça nous dérange. Pendant que l'opinion publique déclarait les autorités administratives impuissantes face à l'ampleur de ce phénomène, le sous-préfet de l'arrondissement de Bertoua 1er, Max Mbela et Djengele, organise la riposte. Nous avons eu des pétitions venant des populations qui n'arrivaient plus à dormir. Et nous sommes allés sur le terrain pour le constater, ce qui a été le cas. Et nous avons même pris en flagrant délit certains débits de boissons. Évidemment, nous avons procédé à cette fermeture le 29 mars dernier. À ces désagréments se greffent de nombreux autres éléments constitutifs de l'incivisme urbain. Dans certains snack bars, quand vous arrivez, vous constatez que effectivement les mineurs y sont. Nous ne pouvons pas le tolérer. Ces lieux étaient aussi des lieux criminogènes. C'est-à-dire on y trouvait certaines pratiques qui allaient à l'encontre des bonnes mœurs. Je parlerai aussi de l'usage de certaines drogues dans ces lieux et la consommation excessive de l'alcool. Pour l'autorité administrative, cette mesure conservatoire va s'étendre dans les tout prochains jours au Tchapalo, ces espèces de bars de fortune en plein air qui constituent un véritable repère de consommateurs de vins frélatés, de drogues et autres stupéfiants à l'effet d'endiguer l'incivisme et l'insécurité, deux grands fléaux qui menacent la paix dans la ville de Bertoua. Cette décision du sous-préfet de Bertoua 1er de fermer certains bars et cabarets dans son territoire de commandement est diversement appréciée. Si certains s'offusquent du caractère radical de la décision, d'autres remercient l'autorité administrative pour le calme et la sérénité retrouvés dans le quartier. Réaction croisée recueillie à Bertoua par Daniel Mouadoumé. Barbecue vide, commerce fermé, seaux de poissons pleins, bancs retournés et mine des vendeurs défaites. Voilà le spectacle qu'offrent désormais les lieux chauds de la ville de Bertoua. Les exploitants de snack bars et les commerçants riverains crient au manque à gagner à la suite de la décision du 29 mars dernier du sous-préfet de Bertoua 1er instituant la fermeture de 5 établissements de la ville de Bertoua. Économiquement parlant, il faut dire que c'est un gros manque à gagner au niveau des familles. C'est énorme parce que après 3 semaines de chômage, les salaires vont bloquer les familles, plomber l'évolution même des familles. Depuis bientôt 3 semaines que cette situation dure, certains vendeurs, comme ceux des viandes grillées, ont été obligés de diminuer leurs provisions. De 10 kg généralement vendus quotidiennement, ils disent ne plus pouvoir écouler 1,5 kg. Les braiseuses de poissons sont obligées de baisser les prix de leurs marchandises pour pouvoir vendre un peu. On a tout le poisson qui est au grillage. Je vendais les poissons ici à 500. Maintenant, le client achète ça à 250 avec le bâton et la mayonnaise. Ça ne va pas. Non seulement on ne peut pas laisser ça à plus de 22 heures. Puisqu'il y a le noir partout, on a même agressé les gens ici. Même décision, autre appréciation. Alors que certaines crient à la mort lente de leurs activités et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, d'autres saluent cette mesure de l'autorité administrative. Ça me dérange tellement parce que comme je suis pertendu, on dort parce que le sommeil c'est une demi-mort. Quand on se réveille c'est jusqu'à l'aube. Depuis que c'est fermé on est calme, on dort quand même. Il y a moins de bandits aussi. Pour ses voisins des établissements fermés, le calme est enfin revenu et les élèves qui reprennent le chemin des cours pourront achever en toute sérénité l'année scolaire, surtout ceux en classe d'examen. Bonne ou mauvaise, ce qui est sûr, c'est que cette mesure du sous-préfet de Bertoua 1er restera effective jusqu'à ce que tous les établissements concernés par cette décision se soient conformés à la réglementation en vigueur. Hier, 18 avril, était Journée internationale des monuments et des sites, occasion pour la rédaction pour une excursion dans la région du Sud-Ouest, riche de ces monuments historiques, et c'est pour questionner la place de ces marqueurs de l'histoire et de leur rapport à la mémoire collective. De précieux sites présentés ici par Flavien Zorbo de CRTV Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, les monuments et les sites touristiques se présentent comme des richesses pour les populations et même pour l'humanité dans son ensemble.
La célébration de la journée internationale dédiée aux monuments et aux sites touristiques a été l'occasion de mettre en vitrine toutes ces richesses et de rappeler l'importance des échanges intergénérationnels en matière de sauvegarde et de promotion de ce riche patrimoine. Du monument des cinquantenaires, inauguré en 2014 par le président de la République Paul Biya, en passant par le Bismarck Fontaine datant de 1899, on en a véritablement plein la vue. Le monument des cinquantenaires de Buea, c'est un monument qui est au cœur des populations déjà de Buea, au regard du nombre de visiteurs, surtout des étudiants qui viennent visiter et puis des gens qui partent de partout pour venir visiter le monument. C'est vraiment au centre de la vie quotidienne des gens ici. Ce n'est pas tout. Les tombes allemandes rappellent l'histoire coloniale de 1901 et 1908, le village des esclaves de Bimbia et son histoire, le mont Cameroun debout sur ses 4100 mètres de hauteur, des sites et des monuments qui poussent à la découverte. Ça nous aide à nous commémorer, de se rappeler de comment le pays était avant. Comme ça, quand nos enfants vont venir, ils vont aussi voir comment le pays était avant. C'est un truc de merveilleux. J'invite tout le monde à visiter ce site parce que ça nous pousse au voyage. Qui permettent à tout un chacun de se remémorer, de se souvenir, de retracer l'histoire de son pays, de son village, de retracer ses origines. Ici, on est tout simplement séduit par ses atouts historiques et naturels. C'est le Cameroun en miniature. Et il faut aller voir cela de près. À l'entame de la page internationale, ce télégramme officiel du président Paul Biya adressé au président de la République de Cuba, son Excellence, au président de la République de l'État d'Israël, son Excellence Reuven Rivlin, c'est à Tel Aviv. Le président Paul Biya a écrit « Monsieur le Président, j'ai le réel plaisir de vous adresser à la veille de la commémoration du 70e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix et de prospérité pour le peuple israélien. Je saisis cette circonstance singulière pour exprimer de nouveau mon souhait de voir nos pays raffermir et enrichir chaque jour davantage leurs fructueuses relations d'amitié et de coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Et il faut dire qu'à titre de rappel, l'État d'Israël et l'État du Cameroun entretiennent en effet de fructueuses relations dans le domaine de la recherche et de l'agriculture. Les producteurs de la localité de Massakal, dans la région de l'extrême nord par exemple, expérimentent la technologie israélienne d'irrigation goutte à goutte. Les nouvelles internationales, c'est également la fin de l'ère Castro à Cuba, après le cacique Fidel et son petit frère Raúl, qui vient de passer la main à son vice-président Miguel Diaz, le vice-président élu président de la République par le Parlement à plus de 99% des voix. Un changement dans la continuité. Séverin Legambele. À La Havane, la roue de l'histoire tourne. Un civil est devenu le nouveau président de Cuba. Miguel Diaz-Canel, unique candidat désigné, a finalement été élu par les députés pour un mandat renouvelable de 5 ans. Pour le vote à l'Assemblée nationale, il a obtenu 603 voix sur 604. Miguel Diaz-Canel était le numéro 2 du régime en place. Il succède à Raúl Castro qui conserve tout de même le prestigieux poste de secrétaire général du Parti communiste cubain. La ligne politique du nouveau président ne change pas beaucoup. Il dit vouloir promouvoir la révolution qu'il entend d'ailleurs défendre jusqu'à son dernier souffle. Il promet surtout une direction de plus en plus collective du pays et le maintien d'un lien permanent avec la population. Les orientations politiques et économiques pour le guider ont été votées par le Parti communiste et le Parlement. Elles tiennent lieu de feuilles de route jusqu'en 2030. À très court terme, le nouveau président cubain doit poursuivre les réformes et rallumer la flamme du rapprochement avec les États-Unis, engagé depuis 2014, tout de même mise à mal par les autorités américaines. En page des sports, la fête pour les 3 médaillés des Jeux du Commonwealth. Les athlètes étaient reçus en fin d'après-midi ce jeudi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Bidongpat leur a remis les primes réglementaires avant de leur transmettre les félicitations du chef de l'État, Paul Biya. Monique Félicité Chouane.
Wilfried Seyi, médaillé d'argent en boxe dans les 75 kilos. Clémentine Mecueilli, médaillée de bronze en haltérophilie. Marcel Mayak II, médaillé de bronze dans l'épreuve du triple saut. Grâce à ces 3 héros, le Cameroun a terminé 32e sur les 71 pays participants. Un exploit pour notre pays qui est à sa 5e participation en 21 éditions des Jeux du Commonwealth. La patrie reconnaissante. Au nom du premier sportif, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, vous adresse ses félicitations pour votre sens exceptionnel de combativité, de créativité et de patriotisme. Wilfried Seyi, Clémentine Mecueilli et Marcel Mayak II ont perçu leur prime, signe de l'encouragement de l'État pour leur fighting spirit propre aux sportifs camerounais. L'engagement jusqu'au bout de ce trio a charmé le monde. Son patriotisme a prévalu sur les nombreuses sollicitations dont ils ont fait l'objet à Gold Coast en Australie. Il y a d'autres personnes qui ont voulu que je reste pour travailler avec eux officiellement, mais bon, moi, je suis patriote. Je suis né camerounais et s'il arrive que j'aille quelque part, je vais toujours rester camerounais. Au cours de cette cérémonie très courue, Clotilde Essiane, boxeuse porte-étendard, a remis avec fierté le drapeau vert ou jaune au patron du sport camerounais. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel à retenir, c'est cette célébration pour une profession incontournable. Les avocats opéraient leur toute première rentrée solennelle ce jeudi à Yaoundé. Le rôle central du barreau dans la vie nationale et dans tous les domaines de la vie publique est au centre de ces travaux. Célébration pour la mention honorable de la mission Mercy Ship arrivée au Cameroun au mois d'août 2017 à l'invitation du chef de l'État. Cette appréciation a été donnée ce jeudi à Douala par le ministre d'État Bello Bouba Maïgari pour plus de 2500 patients camerounais déjà pris en charge. Et puis les lauriers et les célébrations pour les 3 médaillés récemment médaillés donc des Jeux du Commonwealth en Australie. Ils recevaient les félicitations du président de la République. C'était ce jeudi, ici même à Yaoundé. La fin du 20h30 réalisée avec la collaboration de Lucie Colette Avoulou. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Pour les éditions du week-end, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit et immédiatement sur cette antenne, retrouvez Espace Politique. Je vous dis déjà d'avance, très bon week-end et à lundi, 20h30. Session du comité technique national, que des recommandations fortes soient faites, n'est-ce pas, par rapport à nos partenaires techniques et financiers, et même par rapport, n'est-ce pas, au gouvernement, pour que nous puissions combler le gap, n'est-ce pas, financier, de 5 milliards sensiblement, pour pouvoir opérationnaliser, n'est-ce pas, les opérations sur le terrain. Mais nous pensons que même avec 2 milliards, nous sommes en train de revoir la méthodologie, de revoir les stratégies. Ce recensement actualisé permettra une meilleure programmation, planification des programmes et projets dans le monde rural. Madame le ministre des Postes et Télécommunications, elle était en visite de travail ce jeudi à la Campost, la Cameroon Postal Services. Au responsable de la structure, Minette Libom Liliken, a rappelé le rôle central de la Poste malgré la domination des TIC. Elle exhorte aussi le personnel à développer des approches innovantes pour répondre toujours aux attentes de la clientèle. Christelle Fouda. C'était un échange franc entre la Campost et sa tutelle technique. 3 heures durant, les responsables et le personnel de cette structure ont tenu à dire la difficile réalité qu'ils vivent depuis bientôt 3 ans. Les difficultés de la Campost sont connues. Dans des zones les plus rentables, l'activité de la Campost est accaparée par les opérateurs privés. La loi régissant l'activité postale accorde le monopole de certains envois d'un certain grammage à la Campost.
Mais cela n'est pas respecté. Le ministre des Postes et Télécommunications a vu, entendu et touché du doigt cette réalité que le gouvernement entend améliorer. Chaque gouvernement a pris le dossier vraiment en main. Un comité interministériel a été mis en place pour voir donc la mise en œuvre de cette relance de la Campost. J'ai reçu des rapports, mais il me fallait venir travailler avec eux pour avoir leur avis, leurs propositions sur la meilleure façon de mettre en place ce plan de relance. Il n'y a donc pas lieu d'être pessimiste. Il me fallait les encourager à maintenir les efforts qui sont déjà produits pour que la Campost retrouve sa place. C'est un acteur incontournable de l'économie numérique. Des propos qui sont certainement allés comme une lettre à la poste dans les oreilles du personnel et du top management de la Campost. Et il faut dire que la Poste doit effectivement s'accrocher parce qu'en face, les TIC poursuivent leur avancée avec par exemple l'appui de l'IAI Cameroun dont le représentant résident Armand Claude Abanda remettait des attestations de fin de formation aux nouveaux lauréats de l'opération Nigef, c'était dans la région de la Damawa. La cérémonie dans les villes de Meganga, Ngaoundal et Ngaoundéré, c'est dans ce reportage de Bienvenue Aristarque et Poquet. Pour une bonne marche vers l'émergence du Cameroun avec comme pôle de référence le numérique, les 665 jeunes récipiendaires ont de la matière qui leur permettra de participer activement au développement de l'économie numérique. Le monde actuel vit au travers des TIC et à travers les TIC ont beaucoup d'ouverture. Dans la mesure où tu cherches un emploi, il y a beaucoup de débouchés concernant les TIC. L'IAI Cameroun, centre d'excellence technologique Paul Biya, à travers le programme 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes à l'horizon 2035, vient d'offrir ainsi à ces jeunes des villes de Mengonga, Ngaoundal et Ngaoundéré une place de choix dans le processus d'émergence du Cameroun. La promotion qui vient de recevoir les attestations aujourd'hui est une promotion assez symbolique, assez récipiendaire. Je dis, il faut utiliser les leçons apprises. La Damawa s'inscrit donc ici dans la logique de cette initiative du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cette politique de développement numérique va se porter mieux dans notre région en particulier. Nous devons donc tous soutenir l'Institut africain d'informatique dont le représentant est très actif, il est très déterminé et il a un attachement viscéral à ce que tous les Camerounais apprennent l'informatique. Cette deuxième vague de récipiendaires du projet MIGEF 2035 dans la Damawa, parrainée par le Lamido, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa, ici représenté, augure des lendemains meilleurs pour les TIC dans la région. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ou plutôt le ministère, qui est sur les pistes de la performance, les responsables du sous-secteur Travail et Sécurité sociale tenaient un atelier de revue des programmes ce jeudi à Yaoundé. Pierre Bina. Pour le montage des projets, ensuite pour le montage des financements, pour l'exécution et pour le contrôle. Déterminés à jouer pleinement leur rôle dans l'accompagnement des États africains, notamment dans la signature des contrats et conventions liés au projet des infrastructures, ces hommes et femmes en robe noire se disent suffisamment outillés dans les domaines de conseil, d'assistance et de défense. Un grand projet nécessite une infinitude de relations économiques et de relations juridiques. Ces relations, si elles ne sont pas encadrées, si on ne sait pas où l'on met les pieds, si on ne sait pas ce qui va se passer en cas de souci ou de litige, évidemment, affaiblit aussi le courage d'un investisseur. 6 différents sous-thèmes seront développés dans les travaux en atelier pour démontrer la place de ces professionnels du droit dans la signature des conventions et contrats pour ce qui est des projets des infrastructures en Afrique. Le barreau camerounais qui opérait ainsi sa rentrée 2018 s'apprête par ailleurs à recevoir un avocat qui sera l'une des curiosités de la profession, certainement. Maître Ngalé Alfred, c'est son nom, il va prêter bientôt serment après son succès au récent examen d'aptitude. Mais il est non-voyant. Voici le portrait de ce phénomène brossé par Daniel Menanga. Une canne
canne blanche frappe à la porte du barreau du Cameroun. Les ténors du prestigieux regroupement professionnel à la rentrée solennelle des avocats. C'est un moment unique pour Maître Ngalé. C'est un sentiment de joie, il a se retrouver avec les confrères. Alfred Janvier ne pouvait pas attendre sa prestation de serment. Le jeune homme est admis le 2 avril 2018 à l'examen de fin de stage des avocats. Un malvoyant parmi les 474 élus sur 1391 candidats. J'ai préparé mon examen d'admission en stage. J'ai effectué mon stage pendant 3 ans dans le même cabinet que mes confrères. Être avocat n'était pas vraiment son rêve jusqu'à ce qu'il rencontre en 2012 un modèle. Quand j'obtiens ma maîtrise en droit, je me lance dans les affaires qui ne marchent pas. Le premier cabinet qui m'a accueilli, c'était le cabinet Longa à Douala. Pendant 6 ans, Maître Ngalé se rôde dans les cabinets d'avocats et les salles d'audience. Il doit faire face à la dure réalité de son handicap. Il faut dire que ce n'est pas évident. Déjà, en matière pénale, la partie adverse peut présenter une pièce. Il faudra que j'observe la pièce. Moi, je ne peux pas la voir. Ces difficultés-là ne sont pas insurmontables. Le jeune avocat de 36 ans n'a peut-être pas les yeux, mais il a le verbe et la détermination. La force derrière sa canne. Avec l'appui du gouvernement, il espère acquérir plus d'expérience pour faire s'imposer les cannes blanches et les lunettes noires dans les tribunaux. Autre chose dans le journal, le réconfort du gouvernement aux 36 soldats blessés récemment lors des attaques des groupes terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense était en effet au chevet de ces soldats transférés à Yaoundé à l'hôpital militaire. Joseph Betiasomo leur a transmis le message de soutien et de réconfort du chef de l'État, Paul Biya. Pierre Evembe. Tout a commencé par un message d'encouragement à ces personnels médicaux de l'hôpital militaire de Yaoundé qui ont au quotidien cette tâche délicate, le rétablissement total et complet des soldats qui se battent sans peur contre ces groupes sans foi ni loi qui tendent à mettre à mal la paix si chère au Cameroun dans les zones du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. À l'intérieur de ce centre hospitalier, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a vu et échangé avec ces jeunes gendarmes, militaires et policiers qui ont décidé de se battre jusqu'au sacrifice suprême. Des attaques aux fusils de chasse, aux armes de guerre et à l'arme blanche comme cet élève gendarme presque découpé à la machette. C'était la machette. Les deux avant-bras. Donc avec atteinte neurologique parce que là il a des difficultés de mobilisation des deux mains. Cette jeune fille et son père sont les seuls rescapés d'une attaque de Boko Haram dans un village de l'extrême nord. Boko Haram aurait décimé toute la famille, tout le village. Le ministre Joseph Betiasomo leur a apporté le soutien du président de la République, chef des armées, et le message de réconfort pour la fidélité au drapeau. Mais à côté de ces vaillants soldats, il y a également des blessés des groupes d'assaillants qui bénéficient des soins gracieux de l'État. Mais après guérison, ils devront répondre de leurs actes qui sont d'une violence extrême. Et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui informe l'opinion que sur très hautes instructions du chef de l'État, Paul Biya, chef des armées, il va présider. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 19 avril 2018, voici la une du journal. Célébration pour une profession incontournable. Les avocats opéraient leur toute première rentrée solennelle ce jeudi à Yaoundé. En tête du journal, plein feu sur le rôle central du barreau camerounais dans la vie nationale. Célébration pour une opération particulièrement réussie. La mission Merci Ship, invitée au Cameroun par le chef de l'État, évaluée ce jeudi à Douala par le gouvernement. Le 20h30 dresse le bilan à 2 mois de la fin de la mission.
Célébration pour les 3 médaillés rescapés des Jeux du Commonwealth en Australie. Les 3 athlètes recevaient leurs primes et les félicitations du chef de l'État ce jeudi à Yaoundé. Cérémonie d'hommage présidée par le ministre Bidongpat en page des sports. Voilà pour les titres. Un fait inédit pour ouvrir le journal. La toute première rentrée solennelle du barreau camerounais, c'était ce jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Laurent Esso, qui a appelé l'attention des acteurs nationaux sur le thème de cet événement en relation avec le rôle des avocats dans la signature des grands projets d'infrastructure à travers l'Afrique. Et de fait, ces professionnels du droit revendiquent de plus en plus leur place et leur fonction dans la société prise globalement. Regard croisé d'avocats sur leur métier, c'est un reportage de Rodrigue Bertrand Tcheno. Les avocats, ils sont majoritairement toujours tirés à 4 épingles, roulent carrosse et signent pour certains leur passage par des effluves enivrants de parfums coûteux. Ils sont enviés ou détestés et craints et ont une haute appréciation de leur rôle dans la société. L'avocat, c'est la sentinelle postée. C'est celui-là qui, à tout moment, doit interpeller les consciences, doit interpeller l'opinion publique, doit interpeller les gouvernants sur le respect de la règle du droit. Vigie des libertés, intervenant majeur dans tous les domaines sensibles, l'avocat est aussi une lumière pour le citoyen perdu dans le labyrinthe des règles juridiques, chaque jour opaques et complexes. Le droit, c'est une science. Tout le monde ne la maîtrise pas. Donc l'avocat intervient, c'est-à-dire sur tous les plans de la société. Donc vraiment, il a un rôle fondamental à jouer dans toute société démocratique. Acteur de la société, il insuffle parfois des idées, des propositions qui la font avancer. Illustration, le nouveau code de procédure pénale. L'avocat n'est pas étranger à l'avènement du nouveau code de procédure pénale. Ce fut un combat de longue haleine. Il a d'ailleurs fallu qu'il y ait un incident entre un commissaire de police et un avocat, en l'occurrence Maître Nekui, pour que les avocats brandissent la menace, n'est-ce pas, d'un débrayage général et que les pouvoirs publics décident de faire adopter, n'est-ce pas, ce texte. On a aménagé certains espaces dans le code de procédure pénale par rapport aux prévenus, aux accusés, mais nous jouons notre rôle et nous le jouons bien. On n'est plus jeté hors des commissariats, on n'est plus balancé hors des gendarmeries. On assiste nos clients depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la fin. Finalement, la litanie de leur champ d'intervention sécrète une interrogation. Une société peut-elle vivre sans avocat? On aura donc retenu de cet événement que les décideurs africains doivent être accompagnés et conseillés par des avocats chevronnés pour ficeler des projets d'infrastructures viables. Et c'est là une thématique également développée ce jeudi à cette rencontre par le secrétaire général de l'Union panafricaine des avocats présent à la cérémonie. Et l'on comprend que c'est une posture qui tombe d'ailleurs sous l'essence William Badier. La rentrée solennelle des avocats au barreau du Cameroun s'est ouverte au Palais des Congrès de Yaoundé sous le thème « L'accompagnement des États africains dans les projets d'infrastructure, la place de l'avocat ». Le thème choisi pour la circonstance est situé dans le contexte suivant. Les États ont recours au financement de leurs projets par des partenaires privés. Et c'est un type de partenariat aujourd'hui qui nécessite de la mobilisation de beaucoup de ressources intellectuelles, techniques. Dès demain avril à Yaoundé, dans la salle des conférences du ministère de la Défense, une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national. Et c'est un prélude à la célébration de la 46e fête de l'unité, ce sera le 20 mai. Les 10 travaux se tiendront dans un strict huis clos en présence des deux secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, des officiers généraux, chefs d'état-major des armées
chefs d'état-major centraux et commandant le corps national des sapeurs-pompiers, des officiers généraux suivants, commandant de toutes les régions militaires interarmées et commandant de toutes les régions de gendarmerie et des officiers suivants, les commandants des diverses opérations militaires. Prendront également part à la cérémonie protocolaire d'ouverture le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la Sûreté nationale et puis le directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure. Le communiqué de presse est signé du ministre Joseph Betiassomo. Direction Douala pour cette mention honorable adressée à la mission humanitaire Mercy Ship. La mission arrivée au Cameroun au mois d'août 2017 à l'invitation du chef de l'État Paul Biya fait ses derniers bilans. Le bateau hôpital a opéré et soigné des dizaines de Camerounais et formé des médecins locaux à des techniques de haut niveau. L'appréciation du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, était exprimée à cette mission ce jeudi à Douala. Bello Bouba Maïgari est allé évaluer la mission qui s'achève en ce mois de juin prochain en sa qualité de représentant du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reportage à Douala, Joseph Itote. À date, l'équipe du bateau humanitaire Mercy Ships a réalisé avec succès plus de 2500 chirurgies maxillofaciales, chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie des fustules obstétricales, chirurgie orthopédique, entre autres, dans des domaines pointus. Présentant le rapport d'activité des 8 mois de présence en terre camerounaise du bateau humanitaire Mercy Ships, le docteur Gary Parker a aussi mis en lumière le volet formation et renforcement des capacités des médecins camerounais. Ils sont plus de 1338 à avoir été formés dans divers domaines. Ce qu'on a vu ici est magnifique. On a vraiment appris sur le plan chirurgical énormément. Je ne saurais le détailler. Vous avez vu des images, c'est des chirurgies lourdes, vraiment très pointues. Mais nous avons appris comment les faire. Et avec du matériel, nous pouvons le faire. Le bateau sera parti dans très peu de temps, mais nous serons là encore avec les mêmes malades. Et ils ne vont pas attendre un prochain bateau. Il faut que nous puissions les prendre en charge. À quelques mois de la fin de cette mission humanitaire au Cameroun, le satisfecit du gouvernement ne souffre d'aucun doute. Le bilan est plus que satisfaisant parce que pas moins de 2500 patients avec des conditions très sérieuses ont pu recevoir des soins, des opérations très difficiles et qui ont retrouvé non seulement la santé, mais l'espoir, la joie de vivre et l'espoir d'un avenir très radieux. Métamorphoser et transformer des vies. Mercy Ships le fait et le fera encore jusqu'au mois de juin prochain. Restons à Douala pour la suite de la série de CRTV Littoral sur les chantiers en cours et intéressons-nous ce soir aux travaux supplémentaires ajoutés au cahier de charges du deuxième pont sur l'Ouvoury, notamment ce réaménagement du rond-point d'Aïdo. Il s'agit là de l'une des pièces maîtresses du nouveau plan de circulation. Sur place à Douala, Daoud Moulion. Le marché complémentaire du chantier du deuxième pont sur l'Ouvoury est consécutif à un imprévu sur la rive gauche avec l'installation d'une nouvelle cimenterie. Imprévu industriel et utile qui a imposé la modification du plan de circulation. Celui-ci intègre désormais 3 passages inférieurs. Il s'est avéré donc qu'il faut donner un accès donc au PAD par un passage inférieur et qu'il faut déniveler donc le giratoire CDP en faisant 2 fois 2 voies pour accéder à Deido. Aux 2 giratoires principaux prévus à Deido pour 70 mètres de diamètre et à Bonasama 60 mètres de diamètre, chaque bretelle qui part de la section courante du deuxième pont ou du premier pont fait naître de nouvelles jonctions et échangeurs. C'est la mise en œuvre de 2 fois 3 voies à la sortie du pont et puis passage en 2 fois 2 voies sous le giratoire à CDP. Jusqu'à arriver à Deido. Par la suite, diffuser latéralement les autres directions. Le rond-point d'Aïdo est le plus redouté car principal point de convergence des flux et donc sujette à de nombreux bouchons. Patience et discipline
sont recommandés. Le temps de la réalisation autour des 3 voies de circulation, large de 3,5 mètres chacune. Nous sommes actuellement sur une période très critique parce que nous n'avons pas trop d'espace dans cette zone-là. Les 2 giratoires étant proches l'un de l'autre, donc nous demandons vraiment aux usagers d'être compréhensifs et de suivre les instructions des forces de l'ordre. Le coût des travaux complémentaires sur le Vouri se chiffre à environ 30 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution physique est désormais de 80% contre 75% de consommation financière. La fin de ces travaux complémentaires permettra la réception complète et définitive de ces marchés envisagés pour le 19 septembre 2018. La suite de la série à Douala dans nos prochaines éditions. L'autre actualité sur ces chantiers routiers, c'est également l'évaluation du chantier Nkolesson-Eding, c'est sur la nationale numéro 1. Le ministre des Travaux publics et le secrétaire d'État chargé des routes étaient tous deux hier mercredi en visite d'inspection sur ce site. Emmanuel Nganou-Djoumessi a identifié l'impact social lié au tracé de ce tronçon qui apporte déjà progressivement du soulagement aux populations de la Haute-Sanaga. Philippe Roger et Sama. L'accueil est réservé au ministre des Travaux publics et au secrétaire d'État en charge des routes était à la hauteur des espoirs que charrie le passage de la route Nkolesson-Eding auprès des populations de la Haute-Sanaga. Après plusieurs séquences d'interruption, la relance de ce chantier, instruite par Emmanuel Nganou-Djoumessi en février dernier, produit des résultats satisfaisants. L'infrastructure se fait découvrir et affiche un taux de réalisation de 66%. C'est avec beaucoup de plaisir que je note que ce chronogramme est formidablement respecté. Nous pouvons partir de Yaoundé à Nanga et Boko en roulant sur une route bitumée. Il nous reste 31 km à bitumer. Les indicateurs sont également au vert pour la fin des travaux prévus cette année 2018. Monsieur le Président de la République a dégagé de manière exceptionnelle une allocation importante pour des travaux routiers comme Nkolesson-Eding. Et pour que les populations tirent le meilleur bénéfice du passage de cette route, le ministre a promis l'aménagement de la voirie urbaine de Nanga et Boko et de certains axes secondaires, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures collectives. Les écoles, les routes secondaires, les stades de santé, les stades de football. Il y a un adage qui dit que lorsque la route passe, le développement suit. Dans les échanges avec les différentes parties prenantes à ce projet, la question des indemnisations a été soulevée. Le ministre des Travaux publics a rassuré que les fonds étaient disponibles. Il reste. Dans le secteur des enseignements secondaires, les examens de fin d'année se préparent et Madame le ministre Pauline Nalova-Lyonga informe la communauté éducative et principalement les intervenants à l'examen du GCE Board que le gouvernement vient de mettre à la disposition du Régistar les fonds nécessaires pour le paiement des arriérés de 2017. Tout en les remerciant pour leur patience, elle les invite à plus d'engagement en vue du bon déroulement des examens de cette session 2018. Parlons à présent des avancées du recensement général dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le comité technique chargé de l'opération se concertait ce jeudi ici à Yaoundé, une session co-présidée comme les autres par les 2 ministres de l'agriculture et de l'élevage. Le contenu de ces travaux, Marie-Laurence Nké. L'objectif visé par le recensement général de l'agriculture et de l'élevage est de mettre à la disposition du gouvernement et des intervenants du secteur rural des données fiables, pertinentes et suffisamment désagrégées qui permettront d'avoir une bonne connaissance de la structure de l'agriculture, de l'élevage et de l'aquaculture ainsi que leur évolution. On est prêt pour aller sur le terrain. Le module de base, n'est-ce pas, pourrait commencer à être implémenté d'ici la fin du mois de juin. Bien que nous soyons déterminés à lancer les opérations de terrain, il va sans dire que nous avons encore quelques contraintes financières. Cette première session 2018 donne l'occasion aux membres du comité d'examiner et d'adopter le rapport annuel de performance 2017 et le projet de performance des administrations 2018 ainsi que le manuel des procédures administratives, financières, comptables et techniques du REGAE. À l'issue de cette